Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Wait a Minute. Si lorsque l'on vous parle d'esclavage vous pensez uniquement à la case de l'oncle Tom ou encore au bonnet phrygien de Marianne, c'est que vous êtes alors au bon endroit. Aujourd'hui, vous l'avez compris dans cet épisode, nous allons parler d'esclavage antique et on va rectifier pas mal d'idées reçues. Un esclave dans l'Antiquité, c'est quoi exactement? Eh bien, c'est une personne non libre, en opposition justement dans le droit romain avec les personnes dites libres. C'est une marchandise comme une autre et son maître a le droit de vie et de mort sur lui. En gros, il en fait ce qu'il en veut. C'est-à-dire qu'on peut acheter un esclave comme on achète du vin, comme on achète de l'huile d'olive par exemple. Tu vois, le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses. Ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est de définir ce qu'est un esclave à Rome et de comprendre un petit peu la place qu'ils occupaient. Je vous préviens d'entrée de jeu, oubliez vos idées d'Africains dans des bateaux, l'esclavage antique n'a que peu de points communs avec la traite négrière de l'époque moderne. Les esclaves sont la plupart du temps ramenés avec le butin de guerre au cours des conquêtes romaines. Alors il y a un petit peu tout qui y passe. Par exemple, on a des Grecs, mais aussi des barbares, parmi lesquels on trouvera des Gaulois, des Goths, des Sarmates, des Parthes, enfin beaucoup de choses. A noter que l'esclavage pour dette fut très tôt interdit en Grèce comme à Rome. Chez les Grecs, c'est Solon à Athènes qui interdit à la cité cette pratique au VIe siècle avant Jésus-Christ, et à Rome, c'est la Lex Poetelia Papiria, prise entre 326 et 312 avant notre ère. On peut aussi être esclave pour un tas d'autres raisons. On peut par exemple avoir son père qui était esclave, du coup on est nous-mêmes esclaves. On peut aussi être esclave pour avoir un peu trop joué au pirate, un peu trop le forban. Et il y a aussi une autre raison, c'est par déchéance de la nationalité, pardon, de la citoyenneté. Dans une certaine mesure, on peut parler d'une condition servile. On peut dire qu'ils sont un petit peu tous la même chose, c'est-à-dire qu'ils sont tous reconnus devant la loi comme étant esclaves, mais ils n'ont pas vraiment de droit paradoxalement. C'est-à-dire que, par exemple, un esclave qui a un litige n'a pas le droit d'attenter un procès à quelqu'un. De même, il n'a pas vraiment le droit non plus de témoigner lors d'un procès. Le seul scénario où on peut accepter le témoignage d'un esclave, c'est s'il a été torturé au préalable. On taquine un petit peu l'esclave. Bon, après, pour la condition servile, inutile de vous dire que les maîtres sont tous différents et que les esclaves ne sont pas pour autant traités de la même manière. Il y en a où ça se passe très bien et il y en a où ça se passe au contraire très mal. On a par exemple le Caton l'Ancien qui tenait des espèces de tribunaux domestiques en pleine rue où il jugeait ses esclaves. La plupart du temps, il finissait condamné et il les suppliciait en place publique. Voilà, on peut dire que Caton c'était plutôt un gars sympa. Bon. Après, il y a des épisodes où ça se passe plutôt bien entre le maître et l'esclave. Par exemple, sous la République romaine, lorsque c'est la guerre civile, il y a des esclaves qui aident leur maître à s'échapper, alors que les troupes ennemies venaient clairement lui faire la peau. Jugez plutôt. Les esclaves de Cornutus le sauvèrent habilement, en le cachant dans une sorte de tanière. Ils avaient rencontré un cadavre tout près de là. Ils arrangèrent un bûcher, et voyant survenir les sicaires, ils mirent le feu au bûcher, et dirent à ceux qui cherchaient leur maître qu'ils s'étaient pendus et qu'ils le réduisaient en cendres. Tel fut l'artifice de ces esclaves, auxquels leur maître fut redevable de son salut. Quand ça se passe très mal, au contraire, on peut voir qu'il y a des révoltes immenses. On peut prendre pour exemple la révolte servile de 73 avant Jésus-Christ qui ravage le sud de l'Italie. Elle est menée par le célèbre Spartacus qui rassemble au sommet de la révolte 120 000 esclaves soldats. Ah, je vous cache pas que ça fait quand même un joli petit paquet de monde. En revanche, il y eut des épisodes où le bloc esclave se souleva comme une seule et même personne, ce fut loin d'être le cas. En fait, les esclaves sont un petit peu disséminés dans toutes les couches de la société. On retrouve par exemple des Grecs instruits sous la République qui étaient des professeurs pour leurs maîtres, mais on trouvait aussi des prostituées à la ville ou à la campagne, on avait même des gestionnaires de villae ou encore de simples ouvriers agricoles. C'est pour vous dire que, outre leurs conditions serviles, ces personnes n'avaient vraiment pas grand-chose à voir les unes avec les autres. Alors oui, dans la majorité des cas, être un esclave, c'est quand même pas la joie. Cependant, il est intéressant de noter qu'il n'y a quasiment aucun métier d'interdit aux esclaves, même s'il y a quelques exceptions. Par exemple, dans l'armée, il est strictement interdit d'y incorporer des esclaves. Si un esclave parvient tout de même à s'inscrire et à rejoindre une troupe et qu'il est découvert, à ce moment-là, il sera tout simplement exécuté. C'est propre, net et précis. On peut cependant faire deux grandes catégories quand il s'agit de diviser les esclaves. D'un côté, il y a ceux qui sont à la campagne, et de l'autre, il y a ceux qui sont à la ville. Il est fréquent que des esclaves soient envoyés en campagne pour travailler dans les villae romaines ou dans les mines où les conditions de travail sont très difficiles.
Et ils appellent ça une mine. Une mine! La durée de vie de ces esclaves n'était que de quelques années, du fait de la maltraitance de leur maître et du travail extrêmement laborieux. Les esclaves urbains jouissaient d'une meilleure vie, souvent bien traités par leur famille et la plupart du temps affranchis à terme. J'ai déjà évoqué les profs, les prostituées, mais on trouve aussi des forgerons, des commerçants ou encore des membres de l'administration impériale. Les esclaves impériaux sont très bien lotis et font partie de la couche aisée de la population. Cependant, inutile de vous dire qu'ils ne constituaient qu'une minorité du corps esclave. De même, les gladiateurs, contrairement aux idées reçues, ne sont pas des esclaves dans une position délicate. Ils ne sont pas mis à mort dans l'arène pour la bonne et simple raison qu'ils coûtent cher et rapportent beaucoup. Leurs maîtres n'ont aucun avantage à les voir mourir. Un gladiateur qui meurt doit être remplacé par un nouvel esclave, en bonne santé, on doit le réentraîner, ça prend du temps, le public doit le reconnaître, l'apprécier. Non, c'est beaucoup trop de contraintes pour se permettre de le perdre. Ne vous êtes-vous pas assez divertis? N'êtes-vous pas là pour ça? La réponse est non. Les esclaves ne le restaient souvent pas toute leur vie, du moins c'est vrai pour ceux qui sont à la ville. En revanche, ceux qui bossaient à la mine ou même dans les champs n'avaient pas vraiment cette chance. Pour que l'esclave voie sa condition changer, il y avait plusieurs moyens de faire. Il fallait dans tous les cas que son maître l'affranchisse. Et voici quelques façons de faire les choses. La première, c'est que le maître pouvait simplement dire à son esclave, voilà, tu es affranchi, bien joué, tu es désormais libre. La seconde, c'est plutôt par une voie testamentaire, c'est-à-dire que le maître écrivait « Moi, Caius Julius Publius, dit que mon esclave Jojo est affranchi ». À ce moment-là, Jojo, à la mort de son maître, est affranchi et il est content. La troisième voie, elle est un peu plus particulière, vu comment on s'imagine l'esclavage en tout cas, c'est que par décision judiciaire, c'est-à-dire qu'un tribunal à Rome, rendait l'esclave libre, c'est-à-dire que voilà, on jugeait que le maître était trop malfaisant avec son esclave, qu'il infligeait de trop mauvais traitements, et à ce moment-là, la cour disait désormais Jojo, t'es libre parce que ton maître c'est vraiment un tocard. Bon, il faut quand même dire que ça devait vraiment être un gros tocard pour qu'il soit affranchi, parce qu'on faisait pas ça comme ça à tour de bras. Je vous donne un exemple de traitement sympathique envers un esclave. On est chez un richissime de l'époque, Publius Vettius Pollion. Le mec est tellement riche et influent qu'il reçoit le premier empereur Auguste à sa table. Pendant le repas, un esclave fait tomber une coupe en verre. Alors il faut savoir qu'à l'époque, le verre ça vient d'être inventé, et ça vaut littéralement un bras. Pour le punir, Pollion veut jeter l'esclave dans sa piscine à Murène. Dans une piscine à Murène. Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point ça doit être atroce comme mise à mort. Bref. Je vous rassure, cet esclave-là s'en sort, puisqu'Auguste essaye de dire à son hôte que c'est bon, on s'en fout, il a juste à laisser l'esclave tranquille et continuer de manger. Mais Pollion, il s'obstine. Alors Auguste, serein, calme, il regarde droit dans les yeux Pollion et lâche délibérément son propre verre. À ce moment-là, l'empereur lui a clairement fait comprendre à Pollion que stop, on arrête maintenant, on laisse cet esclave tranquille. Revenons-en à nos affranchis. Un affranchi n'est juridiquement pas libre, il est un petit peu à cheval entre ce qui est libre et ce qui est esclave, c'est un petit peu nébuleux comme situation. En revanche, son fils, lui, quand il naîtra, sera totalement libre et citoyen romain. Cette façon de faire a donné lieu à un fait un petit peu surprenant. Vous ne connaissez pas Pertinax, c'est plutôt normal je suppose. C'est un empereur romain qui a régné de 193 à 193. Ouais, il a régné 3 mois, de janvier à mars. Ah ouais, c'était court. Eh bien figurez-vous que Pertinax, son grand-père était esclave. Son père fut esclave mais affranchi, et lorsque Pertinax naquit, il naquit libre, et donc citoyen romain. Il put alors entamer une carrière militaire et une ascension fulgurante dans la hiérarchie. Et c'est en 193, après une carrière hors norme, on peut le dire, il arriva empereur. Et ça, il faut quand même dire que, ça pète la classe. C'est sûr que c'est pas joli rigolo, hein. Ce que je veux amener comme idée par là, c'est que l'esclavage romain antique n'est pas celui que l'on pense. En effet, certains s'en sortaient très bien. Bon, après il y avait aussi ceux qui s'en sortaient très mal et qui finissaient par claquer dans une mine au bout de 2 ans. L'esclavage ne s'arrête pas du tout avec la fin de l'Empire romain, bien au contraire, on le retrouve encore au début du Moyen-Âge. Alors attention, ce qu'on appelle les serfs ne sont pas du tout des esclaves, la réalité est vraiment tout autre. Mais ça, c'est une autre histoire. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, la commenter, la liker. Je vous le redis, il y a encore les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, etc. Je vous apprends rien. Sur ce, passez une bonne journée, semaine, week-end, soirée, ou que sais-je encore. Et à la prochaine, salut!